peut-être revenir aussi sur, puisqu'on parle de ce choc entre les États-civilisations et les réseaux du chaos, système de chaos, eh bien, ce que nous dit le chaos en général, c'est vrai des Américains, c'est vrai des Européens, c'est qu'ils luttent pour la démocratie, pour imposer la démocratie, parce que vous auriez tout ce que ces régimes libéraux, pseudo-libéraux et pseudo-démocratiques détestent par-dessus tout. Ce peut être, par exemple, la Russie de Poutine. Ce peut être l'Iran des mollahs. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument de la guerre pour la démocratie ? Alors, il faut toujours essayer de légitimer ses actions, même les pires. Oui. On peut avoir recours à Dieu. D'autres, c'est la démocratie. C'est-à-dire, c'est vraiment cette idée des religions séculières sans transcendance qui sont, de mon point de vue, mortifères au dernier degré. Alors, la démocratie, d'abord, ce qui m'amuse, c'est que ce sont des gens, c'est souvent comme... Enfin, ils se disent croyants, pseudo-croyants, mais ils sont absolument pas pratiquants. Ça, il n'y a pas de doute. Et ensuite... Oui, ils ne la pratiquent pas. Non, pas trop, non. Oui. Mais surtout, au-delà de ça, la notion de démocratie, tout le monde l'excipe, mais on la définit rarement. Il n'y en a pas une seule, elle peut varier. Alors, dans l'esprit des gens, et c'est ce qu'on veut faire croire, démocratie, le marqueur premier serait des élections. Pourquoi pas, certes, mais il n'y a pas que ça. De mon point de vue, la démocratie, au moins sous sa forme moderne, c'est aussi, très important, l'égalité des citoyens, je ne parle pas des étrangers, mais des citoyens d'un même État, devant la loi, devant le droit en général. Or, par exemple, puisque là, c'est le cas d'Israël, en Israël, ce n'est pas le cas. Alors, on nous dit pourtant, Israël, c'est la démocratie, par excellence, c'est la seule démocratie du Proche et Moyen-Orient, nous dit-on. Moi, je veux bien, je réponds même pas à ça, mais moi, ce à quoi je réponds, c'est qu'en Israël, les citoyens ne sont pas égaux devant la loi et le droit en général, en fonction de leur appartenance confessionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une discrimination entre Israéliens de confession juive et Israéliens non juifs, qu'ils soient musulmans. Certains parlent même d'apartheid. Voilà, ouais. Ou chrétiens, et on voit d'ailleurs, là, en ce moment, on parle évidemment par rapport à l'Iran, par rapport à la Palestine, mais il faut voir aussi, on va peut-être prêcher pour notre paroisse, un instant, il faut voir comment sont traités les chrétiens aujourd'hui en Israël. C'est un scandale. C'est un scandale. Une sœur s'est fait taper dessus par un colon hier. Voilà. Et quasiment toutes les fins de semaine, des clercs ou des religieux ou même des fidèles, qu'ils soient arméniens ou d'autres confessions chrétiennes, se font cracher dessus par des extrémistes juifs juste parce qu'ils sont chrétiens. Bon, voilà. Mais au-delà de ça, donc inégalité devant la loi. Il n'y a pas en Israël, comme chez nous par exemple, un code civil unifié pour tous les citoyens. Le statut personnel diffère selon l'appartenance religieuse, etc., etc. Et puis, dernière chose, et encore une fois, pourquoi pas, mais arrêtons l'hypocrisie. L'État d'Israël donc, a été officiellement proclamé le 14 mai 1948, d'ailleurs en utilisant le calendrier hébraïque, mais ça aussi, pourquoi pas. Mais surtout, Israël n'a pas de constitution. Alors attention, on peut être une démocratie sans constitution, ça n'est pas le problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui fait lieu de constitution, c'est 11 lois fondamentales, directement tiré de la Torah, qui est évidemment un texte à la fois religieux et politique. Oui. Bon. Et surtout, cette loi fondamentale a été modifiée par la Knesset en juillet 2018, et il est maintenant, ce qui était avant implicite est devenu explicite, puisqu'il est indiqué que Israël est l'État-nation de tous les Juifs du monde. C'est-à-dire, à partir du moment où vous pouvez démontrer votre appartenance au judaïsme, vous pouvez automatiquement devenir citoyen israélien avec en plus ce statut privilégié par rapport aux Israéliens non juifs. Encore une fois, moi je veux bien tout, mais il faut le dire. J'ajoute aussi que dans pas mal de pays musulmans voisins ou ailleurs, il y a aussi cette même situation d'inégalité en fonction de l'appartenance religieuse selon que vous appartenez à la religion majoritaire officielle ou pas. Et j'ajoute aussi, pour être vraiment complet, ça pourrait être tout à fait la même chose dans un système, dans un État chrétien. Dans la France médiévale, selon que vous étiez chrétien ou non chrétien, vous n'aviez absolument pas les mêmes droits et le même statut. Encore une fois, ce sont des constats, mais qu'on soit dans cette espèce d'hypocrisie, beaucoup par ignorance, certains par malhonnêteté, en présentant comme ça Israël comme une espèce de chose complètement parfaite vis-à-vis de voisins qui seraient tous des espèces de sauvages, c'est pas tenable. C'est exactement l'inverse. En fait, ce qu'on voit, c'est Israël qui est en train de devenir un pays de plus en plus agressif et dangereux pour lui-même et son peuple, en même temps que dangereux pour tous les peuples de la région. Finalement, ils bombardent l'Iran, ils sont en train de s'attaquer au Liban, ils se sont attaqués à la Syrie, et en fait, on sait que l'installation au pouvoir d'un ancien Daesh et d'un ancien d'Al-Nosra, Al-Joulani, en décembre, c'est
le travail croisé de la Turquie, des États-Unis, d'Israël. Absolument. Et en fait, on voit la stratégie israélienne de mettre des islamistes au pouvoir, en fait, de favoriser l'islamisme pour derrière de revendiquer de taper dessus. En fait, ils sont très contents qu'il y ait des islamistes comme ça. Ils peuvent aller bombarder et ils peuvent aller piquer des petits bouts de terrain, d'ailleurs, à la Syrie, ce qu'ils font, ou aujourd'hui au Liban, qui est elle-même une démocratie particulière, puisque c'est une démocratie avec 3 communautés. Alors oui. Mais c'est quand même une démocratie, c'est un peuple ami de la France, et parce qu'il y a quelques roquettes qui ont été tirées, et qu'il y a la guerre entre l'Iran et Israël, et donc le Hezbollah a tiré des roquettes dans le nord, eh bien, les Israéliens en profitent pour envahir On voit le caractère totalement disproportionné de la réaction, puisqu'ils prétendent vouloir en plus faire du Sud-Liban l'équivalent de Gaza. Exactement, et là, il y a un tweet de Netanyahou d'il y a 1 ou 2 jours, où il montre une vidéo, il se félicite de bombarder, de détruire en fait des maisons et des installations. Ils détruisent des villages entiers, chassent des populations. C'est une sorte de purification ethnique. Purification ethnique et historique, c'est-à-dire qu'ils détruisent l'histoire du pays. Donc voilà. Ils sont en train de voler l'histoire du pays. Et c'est très dangereux à terme, bien sûr, pour la région, cette agressivité d'Israël. Et il va falloir faire quelque chose pour l'arrêter, très clairement. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que c'est dangereux pour Israël tout court. Parce que de toute manière, tant qu'il n'y aura pas, pour les 2 peuples, Israël et Palestine, 2 terres et 2 États bien séparés, eh bien, qui va disparaître à la fin du territoire? Est-ce que c'est les Palestiniens, parce qu'ils seront expulsés, génocidés, ou est-ce que ça sera Israël plus tard, qui va disparaître parce que, à un moment de décadence en fait et de faiblesse, bien tous les autres États de la région vont s'allier pour détruire Israël, sachant qu'en plus Israël risque d'être lâché par les États-Unis à un moment, parce qu'Israël a été tenu par les États-Unis, en fait est complètement tenu par les États-Unis, qui acceptent beaucoup de choses d'Israël, qui lui fournissent de l'argent et des bombes, en fait, et sa puissance militaire. Mais on voit qu'avec la guerre en Iran, il se passe un renversement des choses, et aussi avec la guerre à Gaza, suivie de la guerre au Liban. En fait, premièrement, les Américains soutiennent très peu cette guerre en Iran, 30%, et les Américains, notamment les jeunes, sont en train de majoritairement ne plus suivre Israël, ne plus soutenir Israël, ce qui est une révolution, et soutenir plutôt la Palestine. Donc malgré les lobbies américains, il faudra bien à un moment donné que les gouvernements américains en fait reprennent ce qui se passe dans la population américaine, c'est-à-dire ne pas soutenir Israël dans des crimes de guerre fondamentalement qu'ils sont en train de faire partout dans la région et rééquilibrer leur politique. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a une espèce de fuite en avant. Et effectivement, c'est un plan préparé de longue date, ça n'a pas commencé hier. C'est l'idée qu'Israël, étant donné que c'est l'idée d'une guerre permanente, jusqu'à quand on n'en sait rien. La Torah a dit que c'était la terre d'Israël, donc quoi qu'il en soit, quelles que soient les conséquences, quels que soient les moyens à mettre en œuvre, il faudra les mettre pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il y a une dimension religieuse qui est très prégnante. Dans le moins Israël, vous voulez dire? Voilà, notamment. Guerre permanente, ça veut dire chaos. Voilà, parce qu'on parle de la dimension, effectivement, le schisme iranien a une dimension messianique très forte. Mais de l'autre côté, évidemment pas tous les Israéliens, mais une partie, et notamment quelques-uns des membres du gouvernement de Netanyahou, qui sont des racistes et des fous furieux absolus, eux jouent cette carte-là. Donc il y a un plan, au fond, c'est exactement ce que disait Philippe. Ce qu'il faut, c'est autour d'Israël que les principaux voisins ne soient pas des États-nations structurés, avec une classe moyenne, un développement. Il faut qu'il y ait des ruines. Et là, l'idéal, c'est de mettre partout en place des pouvoirs sunnites, que j'appelle intégralistes, ou appelons ça islamistes si vous voulez, qui évidemment ramènent ces pays des siècles en arrière, pourquoi pas vivre comme au 7e siècle. Et c'est ce qui s'est passé en Irak, en Syrie. C'est-à-dire, l'idée, c'est de... Alors, Irak et Syrie, justement, ont été anéantis. Il y a une alliance de circonstances entre des gens qui, par ailleurs, se détestent, entre l'islam sunnite le plus intégral et les Israéliens les plus... C'était 2 États laïcs. Voilà. Et ce sont des États laïcs, voilà, c'est ce que dit. Pas au sens, oui, effectivement, laïque, pas au sens où on l'entend, mais... De structure du fameux parti Baas. En tout cas, c'était des États-nations qui essayaient de se structurer. Voilà. Et ça a été évidemment détruit par Israël, parce que avec l'idée qu'à long terme, ça pourrait être dangereux, que ça pourrait constituer... Les États du Golfe sont par contre des alliés. Eux, ça va très bien. Sans parler du Qatar, dont ça va très bien, puisqu'ils sont tout l'inverse de cela. Ce sont des choses artificielles qui sont arc-boutées justement sur un sunnisme tout à fait vraiment intégraliste. Et là, encore une fois, quand je vois la façon dont on évoque l'Iran et de la façon dont on évoque ces États du Golfe, en fait, vous prenez exactement l'inverse et vous êtes à peu près proche de la réalité. Là aussi, on se moque du monde. Et justement, la troisième cible,
Il y en a d'autres, mais Irak, c'est fait. Syrie, c'est fait comme l'a dit, de la manière la plus abjecte, en mettant un égorgeur, quelqu'un qui a appartenu à l'État islamique, puis à Al-Qaïda, je ne sais même plus dans quel ordre, et qu'on a reçu en grande pompe ici. Enfin, c'est une honte absolue. Ce type a lui-même probablement égorgé des chrétiens, des alaouites, ou ce que vous voulez. Donc, je veux dire, là encore, seuls les naïfs s'étonneront, mais qu'on arrête l'hypocrisie. Et donc, troisième cible, l'Iran. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, je rebondis sur ce que vous disiez, Nicolas. En fait, le chaos qui est mis dans cette région, effectivement, mais c'est pas du tout dans l'intérêt de la France, parce que ce chaos qui conduit à des régimes islamistes, déjà, c'est pas dans notre intérêt, puisque ça brutalise la région et ça crée des régimes radicaux. Puis la deuxième chose, c'est les réfugiés de ces guerres. En Irak, en Syrie, et peut-être en Iran. J'espère que ça se terminera pas en chaos généralisé et des millions de réfugiés. Migrants. Qui vont partir en Europe parce que l'État de comme on a vu avec la Syrie, avec la guerre civile en Syrie. La déstabilisation par les États-Unis de cette région, depuis des dizaines d'années, a conduit à 67 millions de réfugiés, dont une grande partie en Europe, et donc des flux d'immigration massifs en Europe. Les identitaires qui appuient la guerre aux États-Unis, en fait, ne se rendent pas compte qu'ils appuient finalement ces guerres de déstabilisation, ils appuient les régimes de réfugiés qui naturellement, vont essayer de passer vers l'Europe. On peut essayer de les arrêter, mais naturellement, ça crée aussi ces flux d'immigration qu'on devrait arrêter. Mais arrêtons à la source de déstabiliser ces États, c'est pas notre intérêt. Exactement la même chose que la Libye, d'ailleurs. Non. Alors, j'allais le dire. Là, c'est évidemment un moment... le problème, c'est... le général de Gaulle disait les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Moi, je compléterais, c'est même pire. C'est que le problème, c'est que certains États, ou les dirigeants de ces États... mènent une politique qui est contraire aux intérêts de cet État et de leur nation, comme c'est le cas pour nous depuis un demi-siècle. Ben ça, c'est lorsque, dans l'introduction, je vous expliquais qu'il fallait que ces États-civilisations, ou que ces civilisations fassent très attention, ou États-nations, de ne pas être rongés de l'intérieur par, en effet, des forces du chaos qui iraient à l'encontre de leur intérêt propre. Eh ben exactement. Et Sarkozy sur la Libye, la guerre en Libye que déclenche Sarkozy, en accord avec les États-Unis. C'est un plan franco-américain. Et c'est une honte pour la France, parce que la France n'est pas un pays qui va détruire d'autres pays. Parce que l'effet de la Libye, ça a été effectivement de devenir un corridor pour les flux d'immigration, avec de l'esclavage humain et des choses terribles qui se sont passées, donc de cette guerre de Sarkozy. Ça a été aussi le fait qu'il y a eu une guerre civile, et maintenant la Libye n'est plus un pays, en fait il est démembré, il y a deux camps qui s'affrontent, et donc les gens ne sont pas en paix. Et puis, ça a été aussi de déstabiliser toute la région. D'où aucun intérêt. Et donc, Sarkozy, qu'a-t-il fait en faisant ça? Il a suivi, il a défendu les intérêts américains et pas les intérêts de la France. Et on sait que Sarkozy, Sarko l'américain, il avait ce surnom. Totalement. On sait que quand la France, Dominique de Villepin et Jacques Chirac font le dernier grand geste de la France, en fait, non alignée, de la France gaulienne, en politique étrangère, c'est-à-dire le fait de dire non à la guerre stupide des Américains et dangereuse contre l'Irak de 2003, en fait, qui a conduit à un désastre, au nom des armes de destruction massive qui n'existaient pas. On voit le complot, on nous parle de complotisme, mais ça, c'était un complot. Faire semblant qu'il y ait des armes de destruction massive. La fiole, c'est très fort. La fiole, pour légitimer derrière une guerre qui n'avait aucune légitimité. Donc, au moment où Dominique de Villepin et Jacques Chirac font ce geste-là, et bloquent la possibilité par les États-Unis d'entériner par l'ONU, en fait, le faire de cette guerre contre l'Irak, eh bien, Sarkozy va, on le sait par les caps de Wikileaks, en fait, va à l'ambassade américaine pour s'excuser de l'action de Dominique de Villepin et de Jacques Chirac et de dire que lui ne fera jamais ça. Mais pour montrer que tout ça n'est pas inéluctable et les conséquences que ça a de suivre les intérêts américains ou les intérêts français. Sarko, en 2008, j'aime pas Sarkozy, mais il a fait une très bonne chose, et je le rappelle, parce que ça montre l'importance d'une bonne diplomatie. La guerre entre la Géorgie et la Russie, qui s'amorce en 2008, et même qui s'amorce... En fait, il y a des batailles qui... C'est le problème Ossète, en fait. C'est le problème de l'Ossétie, ouais, de l'Ossétie du Sud, il y a une bataille, et ça risque de s'envenimer, de devenir une vraie guerre, avec les Américains qui pourraient soutenir la Géorgie contre la Russie. Donc une guerre au sein du continent européen. Eh bien, Sarkozy va à Tbilissi, Sarkozy va à Moscou, et finalement, il arrête cette guerre, et tout le monde... Disons qu'il est instrumentalisé par des Russes, et il cherche à se faire mousser, Sarkozy, dans cette affaire géorgienne. Et Poutine est très habile et réussit à le récupérer. Exactement, mais quelles que soient ses motivations, en tout cas la France, elle arrête cette guerre, et en fait c'est une excellente chose toujours d'arrêter une guerre au sein du continent européen, alors que la France de Macron,
et de Hollande. Entre 2015 et 2022, il y avait le régime de Kiev qui attaquait le Donbass, qui interdisait au Donbass surtout de parler leur langue aux gens du Donbass, donc qui sont russophones, de parler leur langue, qui n'avaient pas les mêmes avantages que le reste de l'Ukraine, on traitait différemment sa population, ce qui a créé ces tensions. En fait, au lieu d'apaiser les tensions avec l'accord de Minsk et d'imposer au régime de Kiev de respecter sa population russophone et à la Russie de ne pas intervenir, c'était le rôle des accords de Minsk, une France forte aurait arrêté cette guerre, très clairement. Et une France forte, une France gaullienne, aurait arrêté la guerre. Mais la France, elle est France européenne aujourd'hui, et force du chaos au travers le monde. Alors qu'en fait, en mars-avril 2022, on aurait pu arrêter la guerre en Ukraine. Voilà. Et moi, j'étais fortement pour. Il y avait des négociations. Et d'ailleurs, Naftali Bennett, le président israélien, l'a reconnu, la Turquie, beaucoup de diplomates ukrainiens. Il y avait des négociations de paix qui étaient quasiment abouties, qui étaient tout à fait dans l'intérêt de l'Ukraine et de la Russie, qui permettaient de remettre les choses à plat et d'arrêter tout de suite cette guerre. Et d'éviter 4 ans de guerre et des millions de morts. Eh bien, qu'ont fait les Anglo-Saxons ? Ils sont allés avec Boris Johnson à Kiev et ils ont interdit à Zelensky. Et la France aurait dû jouer le jeu de dire non, ces négociations sont bonnes, c'est bon, c'est dans l'intérêt de l'Ukraine, c'est dans l'intérêt de la Russie, c'est dans l'intérêt de l'Europe de ne pas avoir de guerre ruineuse, coûteuse en vie humaine. Et on aurait pu faire quelque chose de formidable. Aujourd'hui, c'est le problème de la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui s'envenimerait à une guerre entre l'Union européenne et la Russie. Aram Mardi-Rossian, ces forces du chaos, finalement, elles sont porteuses d'une idéologie qu'on appelle le mondialisme. Oui. Comment vous évaluez ou comment vous voyez ce conflit justement entre des États-civilisations et les mondialistes ? Effectivement, certains parlent de mondialisme, d'autres de globalisme. Oui, ici, tout à fait. Chipotons pas. L'idée, c'est effectivement que... Certains parlent même de cosmopolite. Voilà. L'idée, c'est que c'est l'idéologie qui est tenue, développée, poussée par l'oligarchie, une oligarchie qui domine l'Occident. Hors sol. Une oligarchie qui domine l'Occident, je mets dans l'Occident les États-Unis d'Amérique, bien sûr, et malheureusement nous, et peut-être pourquoi pas aussi l'Australie, la Nouvelle... Bref. Donc cette oligarchie veut diffuser de diverses manières cette idéologie. Et elle utilise pour ça notamment, un de ses leviers principaux sont les États profonds, notion qui au départ est appliquée à l'État turc, mais qu'on a ensuite développé un petit peu partout. Donc l'État profond américain, le nôtre, dans les différents pays anglo-saxons ailleurs. Et à partir de là, mettre une pression sur les dirigeants des différents pays, dont le nôtre, pour agir dans ce sens. Et cette idéologie, cette doctrine, cette politique globalisante, elle est aux antipodes des intérêts des États-nations, et en premier lieu, et moi c'est ce qui m'intéresse le plus, de notre État-nation. C'est-à-dire que ceci explique pourquoi depuis un demi-siècle, systématiquement ou quasi systématiquement, nos dirigeants agissent contre les intérêts de la France de manière générale, contre cette notion aussi de bien commun qui est une vieille notion chrétienne. D'où des interventions qui sont complètement à contre-courant. La France n'a absolument pas à mener une guerre contre la Russie. Au contraire, elle devrait, soyons cyniques, peu importe, moi c'est pas le problème d'être pour les Russes contre les Russes, pour les Ukrainiens contre les Ukrainiens. Moi, je veux que mon pays puisse jouer un rôle pour, évidemment, si c'est possible d'éviter des morts, c'est bien, mais aussi pour le prestige, la puissance, c'est-à-dire... Qui en tire quelques bénéfices. En tire des bénéfices sur tous les plans, politiques, économiques. Donc, il y a des leviers. On reste une puissance nucléaire, même si certains rigolent de cela et d'autres veulent même le brader. On reste une puissance importante en termes linguistiques. Enfin, la France, même si c'est un pays qui connaît beaucoup de difficultés à tout point de vue, à l'intérieur comme à l'extérieur, ça reste quand même une puissance qui compte. Et le but, ce serait d'être en sécurité et prospère à l'intérieur et respecté et offensif à l'extérieur. C'est parfaitement ça. Et c'est certainement pas de donner notre diplomatie à l'Union européenne, ce que veut von der Leyen. Et je n'exagère pas, puisqu'elle demande en ce moment... à ce que décider de la paix, de la guerre, la diplomatie, les affaires étrangères reviennent à l'Union européenne. Donc ça serait elle qui déciderait de la paix, de la guerre. Elle n'est même pas élue. C'est une fonctionnaire de la Commission européenne, comme les autres fonctionnaires de la Commission européenne. Et ça, c'est extrêmement dangereux, parce qu'en plus, c'est l'Allemagne qui tient l'Union européenne. L'Allemagne est belliciste, et l'Allemagne est belliciste. Elle a envie de faire des guerres. Et cette guerre contre la Russie est une folie. Parce qu'effectivement,
Le monde, de toute manière, deviendra multipolaire demain, très clairement. Il y a un équilibrage des relations, des puissances, entre les États-Unis, qui restent puissants, mais la Chine, qui les concurrence, la Russie, qui est puissante, et d'autres pays, et l'Europe. Eh bien, plutôt que de faire la guerre contre la Russie comme ils le veulent, parce que quand ils annoncent une guerre en 2030, en fait, s'ils annoncent une date, c'est parce que c'est eux qui veulent faire cette guerre. C'est un programme, c'est effectivement... Alors que la Russie de 140 millions d'habitants, qui est un pays de 140 millions d'habitants, avec une taille 35 fois grande comme la France, 7 millions de kilomètres carrés. Comme vous l'avez dit, donc ils n'ont aucun intérêt, les Russes, à aller faire une guerre contre l'Europe, 500 millions d'habitants, plus potentiellement le reste de l'OTAN, donc 1 milliard d'habitants. Ils vont la perdre. Nous, ce qu'on doit faire, la France, c'est faire en sorte que ce monde multipolaire libre, de nations souveraines libres, voit le jour. C'est l'intérêt de la France, effectivement, et de discuter dans une politique non alignée avec tous les pays. Alors je reviens sur le mondialisme ou globalisme. On a l'impression que, ou impérialisme en fait, oui, ont toujours deux fers au feu, justement. Un fer plutôt... ce que dit Philippe Murer, qui revient tout de suite sur le bellicisme, mais vous avez aussi l'autre aspect du globalisme, Open Society, Soros, qui est, on va dire, un peu le versant de gauche, là où vous avez un versant plus identitaire, plus israélien, ou plus impérialiste américain à la Trump, qui là est une autre forme de chaos. On dirait que finalement... Destructeur des cultures, en fait, vous voulez dire. Alors, mais c'est-à-dire que vous avez ces deux versants, un petit peu comme... Politique étrangère, politique intérieure. C'est-à-dire que d'un côté... Ils peuvent user soit de l'aspect belliciste, le bellicisme, c'est par exemple de l'extérieur. la guerre vis-à-vis de la Russie. Voilà, c'est l'extérieur. Chaos extérieur, chaos intérieur. Mais voilà, en même temps, ils ouvrent les frontières. Avec une idéologie, évidemment. C'est toujours les mêmes. Hein. Effectivement, une ouverture à une immigration sans frein, notamment venue de pays musulmans ou de populations majoritairement musulmanes, en très grand nombre. Et aussi, ce qu'il faut bien voir, une idéologie, et ça aussi, certains ne veulent pas voir. Et puis une idéologie woke, LGBT, qui évidemment a pour but de détruire toutes les structures, on va dire, traditionnelles, classiques, naturelles des sociétés, avec en arrière-fond une haine pathologique du christianisme. Ça, il faut le voir. En fait, c'est post-national, on renie nos racines, on renie notre identité, on renie notre culture. Tout. Pour une culture Soros, finalement. On déstructure tout. Et c'est vrai que c'est intéressant. Chaos intérieur, chaos extérieur. Et là, ça prend appui sur différentes choses. Mais juste un mot avant, l'Union européenne, on en a parlé, l'Union européenne est pas le seul, mais le principal poison, le principal virus pour détruire les États-nations, et à commencer par le nôtre. Ce n'est pas le seul. Mais c'est une création des États-Unis au sortir de la Seconde Guerre mondiale, pour, au fond, mettre un corset, une espèce de boa constrictor qui va étouffer petit à petit les États-nations d'Europe occidentale. Donc c'est pour ça, elle poursuit son œuvre aujourd'hui. Ce que fait l'Union européenne est tout à fait logique. Mais toujours, j'insiste sur ces deux aspects, parce qu'on disait, l'Union européenne, on les prenait pas au sérieux. Non, c'est très sérieux. En disant, ce sont des rigolos, et ce sont des herbivores, les autres. Mais en réalité... Comme il semble que le pouvoir est en train de leur échapper, que l'Union européenne ne porte que des mauvais fruits, et que les Français s'en rendent compte, parce qu'on juge un arbre à son fruit. Oui, ça, oui. Or, on nous avait promis des fruits de paix et de prospérité. On voit des fruits de guerre et de pauvreté. Eh bien, comme les Français, les premiers, mais d'autres pays européens, d'autres peuples européens voient les mauvais fruits de l'Union européenne, mais effectivement, ils accélèrent le chaos pour accélérer d'ailleurs aussi, dans un deuxième temps, la surveillance numérique de tous, créer un goulag numérique pour conserver le pouvoir. À la fin, c'est conserver le pouvoir coûte que coûte. Voilà, et puis un aspect vraiment très belliqueux qu'on retrouve avec l'État d'Israël, qui lui n'est que guerre permanente. Là, pour le coup, c'est ça qui prime. Peut-être des moments historiques de chaos par la destruction extérieure, moments historiques de mondialisme après. La Deuxième Guerre mondiale et ses suites, c'est ça finalement. Vous avez la guerre, et puis après vous avez un grand essor justement mondialiste, globaliste, au travers les Nations Unies, au travers une politique, justement. Une autre forme de guerre qui se poursuit, mais pas forcément une guerre dite chaude, quoi. Mais ça s'arrête. Après, guerre froide, ça ne s'arrête pas, mais après, vous avez guerre qui s'achève avec la chute du mur de Berlin. Et là, un grand élan sorosien, globaliste, dans les années 90, par exemple. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, ce moment, il a été possible parce qu'il faut bien se rappeler, 80% de l'économie mondiale, c'était en fait les membres de l'OTAN à cette époque-là. C'est-à-dire Europe, États-Unis. Et le reste, c'était 20%. Donc on pouvait faire des guerres, faire des sanctions économiques, et ça marchait à tous les coups. C'est 80% de l'économie mondiale. Aujourd'hui,
L'Europe et les États-Unis, c'est 50% de l'économie mondiale, le reste du monde, 50%. Donc il y a un équilibre qui fait que cette stratégie ne peut plus fonctionner, et les Américains continuent de l'utiliser, mais elle ne peut plus fonctionner parce qu'on est dans un monde avec des poids équilibrés. C'est en train de s'équilibrer, oui, bien sûr. Alors, pour terminer, parce qu'on arrive presque à l'heure d'entretien et qui est le format de cette émission, c'est allé très vite. J'aimerais qu'on termine peut-être, mais Philippe pourra aussi intervenir sur ce dernier point, sur ce qui est évidemment une de vos spécialités, et on peut parfaitement le comprendre à Mardi-Rossian, c'est l'Arménie. L'Arménie, alors justement, par rapport à tout ce que nous venons de dire, l'Arménie, c'est à la fois un petit État, qui est à la fracture de l'Orient et de l'Occident, qui est aussi à la fois un État, le plus ancien État chrétien, je dirais, du monde, donc qui a aussi une histoire très ancienne, qui fut un empire, on ne sait pas, mais ce fut un empire qui est allé jusqu'au Liban, qui va la mer à la mer, voilà. Donc, cette Arménie, justement, elle est travaillée, je suppose, par ces forces contradictoires comme le reste du monde. L'Arménie n'échappe pas à la règle, sauf que c'est une des toutes conflits russo-ukrainiens, en Iran, ailleurs. L'Arménie fait partie de cette... Elle est vraiment au cœur de tout ça. Elle est au cœur, malheureuse Arménie, elle est minuscule et d'une faiblesse insigne. Oui. Mais en gros, que se passe-t-il? L'Arménie est un terrain d'affrontement de toutes les puissances que l'on vient d'évoquer. De toutes les puissances. Israël, l'Occident, les États-Unis, la France, l'Europe, la Russie. Et c'est un terrain d'affrontement, en gros, entre, d'une part, ici, il y a une alliance vraiment très intéressante. Il y a les Occidentaux, avec notamment Donald Trump qui a pris quelques initiatives. Bon. Et puis, il y a avec eux Israël et l'Azerbaïdjan. Et en réalité, la seule chose qui intéresse, s'agissant de l'Arménie et des Occidentaux, c'est de gêner et c'est de damer le pion aux Russes et aux Iraniens. Les Occidentaux n'en ont rien à faire des Arméniens. Ça, c'est le problème des Arméniens aussi, c'est que quand vous n'avez pas d'État depuis le XIVe siècle et que vous en retrouvez un juste au XXe siècle, vous n'avez plus aucune tradition étatique, diplomatique. Et donc l'Arménie est dans cette situation, pas tous les Arméniens, mais beaucoup d'Arméniens de là-bas comme en diaspora, c'est de se dire « Ah, il nous faut un protecteur, nous avons des amis ». Et la pire chose que certains font là-bas aujourd'hui, c'est de croire en l'aide de l'Occident ou de la France. Juste un mot. De l'Europe. L'Arabie Saoudite croyait aussi, et les États du Golfe, il fallait un protecteur. Voilà. Le protecteur leur a amené la guerre et la destruction. Voilà. Bien sûr, et pourtant, eux, ils avaient d'autres moyens sonnants et trébuchants que n'a même pas l'Arménie. Et donc, l'Arménie pense que... Alors, effectivement, je ne nie pas, je suis bien placé. Entre les peuples français et arméniens, il y a une vraie amitié, il y a une connivence. Mais pour ce qui est de l'État français, au plus tard, depuis François Ier, la France, l'État français, n'a cessé, pour des motifs de froide politique, ce qu'on appelle la réelle politique, mais le pire, aujourd'hui, contre-productif pour la France, encore, parce que soyons cyniques, si le fait de lâcher l'Arménie était profitable à la France, quelque part, tant pis pour les Arméniens. Mais ce n'est même pas le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la France, qui cesse de projeter de belles paroles aux Arméniens, mais sans rien donner de concret en échange, sans aucune aide militaire. C'est un petit peu comme le Liban. On a vu Macron et le Liban, Macron et l'Arménie. Qu'est-ce qu'il fait Macron de négatif pour l'Arménie, en fait, concrètement ? Ah bah, il parle, il fait beaucoup de promesses, mais il n'y a rien de concret derrière. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, s'il avait donné le 10e des armes, des moyens qui ont été donnés à l'Ukraine depuis 2022 à l'Arménie, probablement que les choses se seraient passées différemment. Ah, c'est sûr. Non, parce qu'en réalité, la France n'étant pas un État souverain, nous ne sommes plus souverains, nous ne protégeons plus, nous ne luttons plus pour nos intérêts nationaux, nous sommes à la traîne de l'Occident. Et donc, le but de l'Occident, des États-Unis, c'est de favoriser les projets turcs dans cette région qui passe par l'élimination de l'Arménie. Ça aussi, c'est un point sur lequel je veux insister. Et cette élimination, elle permettra comme ça, d'empêcher à la Russie et à l'Iran d'avoir un levier, le levier arménien, qu'ils peuvent utiliser éventuellement pour essayer de s'étendre. C'est vraiment, l'Arménie est un théâtre d'affrontement entre l'Iran, la Russie, la Turquie et l'Occident. Mon Dieu. Et les Arméniens, évidemment, étant faibles et en plus étant naïfs le plus souvent, eh bien, ils ne s'en tirent pas. Aujourd'hui, l'Arménie est en danger de mort. Je dis juste une chose. En danger de disparition ? Oui, le gouvernement arménien actuel... De ne plus être qu'une diaspora ? Non, de devenir une espèce de province turque. Voilà, de ne plus être qu'une diaspora. L'État arménien peut demain être rayé de la carte par l'Azerbaïdjan et la Turquie. Soit militairement, soit même sans passer par le militaire, en ouvrant complètement les frontières, tout simplement en une espèce de flot commercial, en achetant, si j'ose dire, l'Arménie. Et les dirigeants arméniens actuels mènent une politique qui est complètement à la fois défaitiste et surtout, comment dirais-je, mortifère. Parce que l'idée, c'est de dire,
Nous sommes plus faibles, ça ils ont raison, militairement l'Arménie était vaincue en 2020 et en 2023. Nous sommes faibles, nous ne devons absolument pas prendre le risque d'une nouvelle guerre avec l'Azerbaïdjan, donc essayons de nous arranger. Ça peut s'entendre. Le vrai problème, et en fait c'est le problème qu'on a aussi en Occident, le vrai problème c'est que tout dépend qui vous avez en face de vous. Si en face il y avait aussi une idée que bon, maintenant on a gagné la guerre du côté azéri et turc, on va s'arranger, pourquoi pas? Sauf que, et ça c'est très dur à entendre pour beaucoup d'Arméniens et aussi pour beaucoup d'Occidentaux, le but des Turcs et des Azéris n'est pas de faire la paix ou de trouver un équilibre, c'est d'éradiquer jusqu'au dernier les Arméniens d'Arménie et pourquoi pas un jour ailleurs. Donc à partir de là, toutes les concessions que fait le gouvernement arménien actuel, d'abord c'est déshonorant, mais ça c'était pas le plus grave. Si c'était déshonorant, mais que vraiment vous avez un gain politique, pourquoi pas? Mais cela ne sert à rien, parce que si pour le moment les Turcs et les Azéris ne rayent pas l'Arménie, ce n'est pas en raison des concessions que font les Arméniens, c'est parce que ce n'est pas le bon kairos, ce n'est pas le bon moment. Demain, dès qu'il y aura une ouverture comme en 2020... Si l'Iran venait à perdre cette guerre, ce serait la fin pour l'Arménie. C'est un désastre absolu. Alors que l'Arménie pourrait peut-être avoir une politique de souveraineté nationale. Alors, justement, développez peut-être Philippe et répondez ensuite Aram. Est-ce que, parce que moi je réfléchis, j'entends ce que dit Aram, mais est-ce que l'Arménie peut avoir une souveraineté, une indépendance, une politique proprement parée, ou bien de toute façon a-t-elle besoin d'un protecteur de type la Russie? Mais justement, elle pourrait jouer sur les différents États. Et jouer avec ceux qui sont le moins dangereux, peut-être avec la Russie, peut-être avec l'Iran, peut-être avec la France aussi. Voilà, est-ce qu'elle ne pourrait pas jouer là-dessus en étant non alignée et en faisant en sorte qu'elle soit protégée par ça? Et puis derrière, de toute manière, aussi en s'armant, parce qu'en termes de puissance, elle a une puissance de l'Azerbaïdjan qui est quand même extrêmement agressive depuis une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. Et donc, il faut aussi le côté militaire, mais aussi le côté politique, diplomatie intelligente non alignée. C'est exactement cela. D'abord, la première chose, et c'est comme le Karekin Nechte, celui dont j'ai tiré le titre de mon livre, là, c'est il faut que l'Arménie devienne une armée-nation, une nation armée, un peu à l'image de la Suisse ou d'Israël. On peut même copier ses ennemis, parce qu'Israël est aujourd'hui un ennemi absolu de l'Arménie, avec l'aide inconditionnelle qu'elle fournit à l'Azerbaïdjan contre l'Iran, bien sûr. Donc, un État, une nation armée. Dont des drones, oui. Je crois. Une nation armée et un pays forteresse, comme vous le dites. Il faut d'abord que l'Arménie ne compte que sur ses propres forces, même si elles sont maigres. Et ensuite, bien sûr, il faut nouer des alliances tous azimuts. Personne n'aime personne. Vous voyez, en Arménie, dès que on m'entendait, on me dit « Ah, vous êtes pro-russe, vous êtes pro-occidental ». Moi, je suis pro-rien du tout. Moi, je suis d'abord pro-français et pro-arménien. Des alliances, c'est pas de la protection. Voilà, des alliances, c'est-à-dire qui a des intérêts communs. Effectivement, aujourd'hui, c'est d'abord l'Iran, l'Inde, il y a des intérêts communs. Et puis, l'Arménie, qu'elle le veuille ou non, ne peut pas faire l'économie de lien avec la Russie. C'est la grande puissance locale. Il y a évidemment des points d'affrontement, mais aussi des points convergents. Le problème, c'est que le pouvoir en place à l'heure actuelle est complètement à la solde de l'Occident. Et donc, elle mène une politique, comme un peu ça a pu faire Saakashvili dans le temps en Géorgie ou d'autres. C'est-à-dire que c'est un pouvoir qui a été installé en 2018 de manière tout à fait douteuse, même s'il est tout à fait vrai que les gouvernants précédents ont pillé le pays. Hein. Je veux dire, moi, là aussi, je suis ni pour ceux d'avant, ni pour ceux de maintenant. Ni pour Pachinian. Celui de maintenant, il a perdu l'Artsakh, il a perdu le Karabakh, donc, et il a perdu des pans entiers du territoire arménien actuel. Et demain, il risque de perdre quasiment toute l'Arménie. Donc, en fait, c'est des gouvernements qui sont un peu achetés, qui sont un peu corrompus par l'étranger, un peu comme d'ailleurs, malheureusement, exactement. En France aujourd'hui. Et le problème, c'est nous, notre chance, c'est qu'on reste malgré tout encore, on a un héritage de 1000 ans, on a encore une certaine puissance, une certaine densité, une certaine population. L'Arménie, c'est 2,5 millions d'habitants, c'est 29 000 km². Et c'est aujourd'hui, surtout, le problème, je finis peut-être avec ça, je disais tout à l'heure, à la rigueur, faire des concessions, en permanence battre sa coulpe et accepter de modifier sa constitution, accepter que l'Ararat ne figure plus sur les emblèmes arméniens, enfin des choses qui sont désastreuses d'un point de vue moral. Si cela était payant, si grâce à ça il y avait une vraie paix, c'est pas glorieux, mais pourquoi pas? Mais là, c'est le déshonneur et la guerre. Parce qu'encore une fois, ces concessions n'empêcheront en rien demain la Turquie et l'Azerbaïdjan, dès que l'opportunité sera là, d'attaquer et de rayer l'Arménie. Et la conséquence de toutes ces concessions, de tous ces reniements, au fond, quasiment de cracher sur les morts du génocide de 1915 et de ceux d'avant, c'est que ça démoralise encore plus la population arménienne. La défaite de 2020 n'a toujours pas été digérée, il y a des séquelles morales terribles,
Et là, sans même parler des 150 000 habitants du Rarapar qui ont été déportés du jour au lendemain, c'est un nettoyage ethnique monstrueux, je le dis à chaque fois. C'eût été 150 000 chiens, les grands médias en auraient plus parlé en 2023 que tous ces Arméniens du Rarapar qui ont dû partir d'une terre sur laquelle ils étaient depuis 3000 ans. Hein. Pour la première fois, le Rarapar ou l'Arsar, c'est la même chose, n'a plus d'Arméniens, c'était jamais arrivé. Donc, tout ceci fait que cette politique de concession, de défaitisme, non seulement n'est pas payante, parce que ça, à l'arrière, on pourrait l'accepter, mais en plus, elle démoralise l'Arménie et l'empêche de se relever. Donc, c'est une situation désastreuse. Et le 7 juin prochain, il y a des élections législatives en Arménie qui vont déterminer le sort de l'Arménie future, de savoir est-ce que Pachinian va garder le pouvoir ou est-ce que quelqu'un d'autre va le remplacer. Moi, je le dis. Le problème de Pachinian, c'est qu'il a les Occidentaux derrière lui. Et Emmanuel Macron, demain, sera en Arménie. Il achète les votes à la première occasion. Emmanuel Macron sera demain en Arménie, demain et après-demain, pour justement, évidemment, soutenir... Mais Aram, en fait, ce que vous dites, c'est que cette démoralisation et le défaitisme est en train de créer une catastrophe en Arménie. Absolument. Je pense que c'est une bonne morale pour les Français. Exactement. Arrêtez de vous démoraliser. On ferait bien arrêtez d'être défaitiste. Il n'y a que le peuple français qui peut sauver la France. Donc allez-y, engagez-vous en politique, dites ce que vous avez à dire. Et c'est comme ça qu'on sauvera le pays. Certainement pas. La démoralisation, le défaitisme, c'est le moment où on va plonger dans l'abysse. Il faut être souverain, il faut être fier de son histoire, il faut être fier de son présent et cesser de s'excuser pour tout et n'importe quoi. Nos adversaires, nos ennemis ne s'excusent jamais. Au contraire, ils sont fiers de tout ce qu'ils ont pu commettre de glorieux ou de beaucoup moins glorieux. La Turquie ne s'excuse pas. Elle ne s'excuse jamais. Elle ne s'excuse pas pour la prise de Constantinople en 1453. Elle ne s'excuse pas pour le génocide commis. Elle passe son temps à dire « nous sommes une grande puissance, nous nous imposons ». Eh bien, les Arméniens, moi je suis bien placé, je vois des deux côtés, que ce soit pour l'Arménie ou que ce soit pour nous ici, nous devons absolument redevenir offensifs au bon sens du terme. Surtout pas cette espèce de vous n'aurez pas ma haine, de je bats ma cool, de repentance. Il y a à se repentir pour rien du tout. Je veux dire, chaque pays a ses heures glorieuses et ses heures moins glorieuses. Moi, point. Je vais mettre une petite tonalité très pessimiste pour la France par rapport à ça, pour connaître l'Arménie. Je dirais que même si en effet c'est un tout petit pays avec d'immenses puissances et qu'en effet il pourrait se sentir balayé, il y a néanmoins, je dirais, une diaspora, et deux, il y a une identité arménienne qui reste forte, à mon avis infiniment plus forte que celle de la France aujourd'hui. Et je pense, et je vais même être provocateur, je pense que la France est bien plus en danger de disparition et de remplacement aujourd'hui que ne l'est l'Arménie. C'est vrai aussi de leur religion, c'est vrai de ce christianisme, c'est vrai de leurs prêtres. Je peux vous dire, il y a une différence entre les prêtres arméniens et les prêtres catholiques français. Il y en a certains, ils bénissent les couples homosexuels dans les églises françaises, et puis d'un autre côté, vous en avez, ils ont des kalachnikovs devant leur église. C'est-à-dire que ce sont des hommes de combat. Quand vous parlez, Aram, de faire de l'Arménie un pays une nation armée, un pays forteresse, comme peut l'être la Suisse ou d'autres pays, ou une forteresse, eh bien ça a du sens, parce que c'est réalisable. Alors qu'en France, on se dit... Alors je pense qu'en France, il suffit qu'il y ait la bonne personne qui arrive à la tête de l'État, qui redonne de la fierté, qui défend les intérêts français. À ce moment-là, tout va changer à 180 degrés, il y aura des bourgeons. Que Dieu vous entende. Je pense que les Français, ce dont on crève là... Mais le veulent-ils, les Français? Oui, on a 40% de Frexiteurs dans les sondages, alors qu'on n'en parle jamais dans les médias. Les Français, à 60%, c'est le peuple qui a le moins confiance dans l'Union européenne. Tout le problème, c'est qu'on a une caste qui a effondré le pays, mais qui a effondré le moral des Français, comme vous le disiez, Aram. Et il suffit qu'on ait un homme d'État différent, avec une équipe qui redonne fierté à la France, qui arrête la repentance, qui dit aux Français d'être fiers de leurs racines, qui les projette dans l'avenir, qui réussit des premiers combats où la situation s'améliore. Les bourgeons, à ce moment-là, fleuriront, et vous verrez qu'à ce moment-là, on aura un grand mouvement de vie qui viendra. Mais c'est vrai que pour le moment, en fait, on n'arrête pas de baisser la tête, il faut dégager toute cette caste. Dernier mot. Allez, la conclusion pour c'est vrai, moi je connais bien certains clercs arméniens. C'est vrai que globalement, le clergé arménien a bien des défauts, mais c'est rarement un cénacle ou un concile de mitre molle, comme ça peut être le cas, malheureusement, pour une partie de l'épiscopat catholique, que ce soit ici ou ailleurs. Deuxièmement, par contre, je serais moins optimiste sur un second point, c'est qu'en Arménie même, une partie de la population commence à être contaminée par notre travers français, c'est-à-dire une espèce de je m'en foutisme holistique, de perte d'identité. Ça ne touche qu'une partie, mais moi je le vois, je vais fréquemment en Arménie, notamment à Yerevan. Une partie de la population commence à être contaminée par les maux qui sont en train de nous ronger ici. Donc ça, il faut y prendre garde, mais c'est vrai que... Et c'est pour ça que Macron va là-bas, à mon avis. Mais c'est vrai que le vecteur. Les contextes sont différents, mais il y a des vrais parallèles. C'est pour ça que ce n'est pas artificiel quand je dis que les intérêts de l'Arménie et de la France
que ce soit vis-à-vis d'ennemis globaux comme la Turquie ou d'autres, sont réels. Et malheureusement, l'État français comme l'État arménien agissent complètement à contresens et de manière hypocrite. Le jour où nous redeviendrons, nous, souverains ici, et que l'Arménie retrouvera un gouvernement qui va aller de l'avant, les choses pourraient effectivement, comme le dit Philippe, assez rapidement changer. Et il y a une soif, d'ailleurs, d'identité française aussi en France. Le canon français, en fait. Ok, LFI essaye d'abattre, par exemple, le canon français. Mais des faits juste qui ne sont pas politisés. Mais on remet les drapeaux, on met des bérets, etc. On chante des chansons françaises. On mange de la bonne nourriture française. Eh bien, il y a une soif de ça aussi dans la jeunesse. En fait, il faut tirer cela. C'est ça qu'il faut mais vous pousser en France. Vous vous rendez compte, Philippe, en France, on a à la fois les mondialistes, Macron, Pachinian, donc en Arménie, mais eux n'ont pas l'équivalent de la Nouvelle-France de Mélenchon. En fait, on a des... Alors, la Heureusement, Nouvelle-France de Mélenchon n'est aucun danger au niveau politique, c'est un danger au niveau moral. Politiquement, Mélenchon ça se ferait représente une partie de la France, quand même. Oui, c'est 10% de la France. Il se ferait étrier de 12%. Et il se ferait étrier maintenant aux élections présidentielles par le RN à 65 contre 35. Contre l'inverse, il y a 7 ans de ça. Donc cette stratégie est stupide. Elle est dangereuse, certes, elle est stupide, mais c'est qu'une minorité, je pense. Mais de toute manière, nous sommes dans des dangers que la France n'a pas vus depuis plusieurs, peut-être centaines d'années. On n'a jamais eu des dirigeants aussi nuls. Maintenant, c'est à nous de nous remonter les manches pour arriver à dégager ces dirigeants. C'est pas simple, c'est un combat qui est difficile, mais il n'y a que par le combat qu'on s'en sortira. Hors du combat, il n'y a rien. Et qu'on gardera notre honneur aussi, notre honneur, et qu'on pourra s'en sortir, et on peut s'en sortir, ils sont d'une faiblesse insigne. Donc il nous faut au moins une Jeanne d'Arc. Merci. Réarmement spirituel, c'est pas moi, Jeanne d'Arc. Réarmement spirituel, religieux, chrétien, catholique, et je dis d'autant plus à l'aise que je suis chrétien mais pas catholique, donc réarmement religieux et réarmement national.